Donc c'est sous le regard des neurosciences que je vais développer en première partie le thème du lien d'attachement. En seconde partie, le thème des traumas de l'attachement, les traumas de l'attachement, donc qui ont lieu durant la première année ou les 2 premières années de la vie, et ces traumas de l'attachement qui, s'ils ne font pas l'objet d'une psychothérapie, peuvent créer un stress post-traumatique durant la vie entière. Et donc, en troisième partie, je vous parlerai des perspectives thérapeutiques qu'on peut envisager lorsque on travaille avec les traumas de l'attachement. D'un point de vue clinique, la théorie de l'attachement de Bowlby constitue pour moi un pas gigantesque dans la compréhension de la relation mère-bébé et au-delà de toute relation, incluse la relation thérapeutique, car je pense que la relation thérapeutique fondamentalement est une relation d'attachement entre le thérapeute et son patient. Holmes a défini le lien d'attachement comme ensemble de connexions émotionnelles réciproques unissant intimement le bébé à sa mère et au-delà, unissant toute personne en général, thérapeute et patient en particulier. Ainsworth, qui était une chercheuse psychanalyste, collègue de Bowlby et développant avec lui la théorie de l'attachement, a développé le concept de base de sécurité. Les parents, la figure maternelle en premier lieu, base de sécurité du bébé, mais plus tard, le thérapeute, l'analyste, base de sécurité pour son patient. Base de sécurité, ça veut dire cet adulte dans sa qualité de présence, dans la manière dont il interagit avec ce bébé, plus tard cet enfant, plus tard cet adolescent, etc. Ces figures d'attachement transmettent de la sécurité, transmettent dans l'interaction même, dans la présence même. Jean-Michel parlait tout à l'heure de l'importance du regard que l'on peut avoir, de la manière dont on se regarde, la manière dont une mère regarde son enfant, et Winnicott l'a tellement dit, est fondamentale pour que ce bébé ait un sentiment d'existence. Elle reflète dans son regard son sentiment d'existence, et il voit dans ses yeux qu'il existe. Et je pense que c'est ça qui se passe dans une relation thérapeutique, et dans ce lien d'attachement mutuel qui se construit. Et c'est bien, comme le disaient Ainsworth et Bowlby, lorsque la sécurité vécue dans la relation finalement est suffisamment imprimée à l'intérieur de soi et vécue à l'intérieur de soi, qu'alors on peut déclencher et développer ce que Bowlby encore appelait son système d'exploration de l'environnement. Donc, Bowlby disait, il y a 2 systèmes antagonistes. Un système, c'est le système d'attachement, et l'autre système, c'est le système d'exploration du monde extérieur. Le système d'attachement est pourvoyeur de sécurité, de confiance en soi, et c'est parce que on a pu développer de la sécurité et de la confiance en soi qu'on peut alors commencer, à peine on sait marcher, à visiter le monde extérieur et aller voir ce chat qui est en train de passer là-bas. Mais si cette sécurité ne s'est pas suffisamment développée à l'intérieur de soi, alors on reste accroché à sa figure d'attachement, encore en attente qu'elle nous transmette cette sécurité. Et on ne peut pas faire les premiers pas qui vont vers ce chat pour découvrir ce qu'est un chat. Et donc c'est tout ce rapport antagoniste entre pulsion d'attachement qui nous lie à notre figure d'attachement
et pulsion d'explorateur qui me donne envie d'aller voir au dehors. Mais aller voir au dehors, ça ne veut pas dire se détacher. Ça veut dire qu'on est suffisamment attaché pour partir. Donc les premières relations d'attachement du bébé sont à l'origine du développement des futurs liens sociaux. Correctement régulés par la figure d'attachement, je ne dis pas par la mère parce que parfois c'est quelqu'un d'autre qui est la figure d'attachement principale, mais c'est souvent la mère. Donc correctement régulée par la figure d'attachement, elle facilite le développement, donc il facilite ces liens d'attachement, le développement du cortex orbitofrontal, qui va nous permettre de penser et d'exprimer nos pensées par la parole. Donc, elle facilite le développement du cortex orbitofrontal du bébé, responsable de l'autorégulation de sa propre activité physiologique et responsable de l'autorégulation de sa relation avec l'environnement. Ça va loin. D'un point de vue neurobiologique, l'instinct d'attachement et le lien social sont sous le contrôle régulateur Je me suis trompé? Oui, sur quoi il faut que j'appuie? Ah, sur le bas là, oui d'accord. D'accord. Donc d'un point de vue neurobiologique, l'instinct d'attachement et le lien social sont sous le contrôle régulateur de la branche parasympathique ventrale du système nerveux autonome. Alors, je vais essayer de faire plus simple. Depuis une dizaine d'années, quelque chose de fondamental a été découvert en neurobiologie. Il existait cette vieille théorie du système nerveux autonome, c'est le schéma de gauche, qui a servi à Reich puis à Lowen dans l'analyse biologique pour développer et comprendre ce qu'est le système émotionnel, comment le système nerveux autonome est régulé dans l'activation par la branche sympathique et dans le frein, le ralentissement par la branche parasympathique. Mais voici qu'il y a une dizaine d'années, un Nord-Américain, Stéphane Porges, découvre que le parasympathique a deux branches, une branche dorsale, une branche ventrale. La branche dorsale parasympathique est celle qui existe chez tous les mammifères, et depuis que les mammifères, que les organismes vivants sont devenus mammifères, sont complexifiés et devenus mammifères. Cette branche parasympathique, ventrale, c'est le frein pour freiner, pour se ralentir, pour ralentir son activité, existe chez les mammifères, chez tous les mammifères. Bien. Au point que ce frein peut être freiné à mort. Freiner à mort, ça veut dire se ralentir tellement que l'on peut atteindre la ligne critique de la mort, c'est-à-dire cesser de respirer. C'est ce qu'on appelle faire le mort. Et chez les mammifères les plus anciens, faire le mort, c'est une réponse de survie dans une situation traumatique où sa vie est mise en danger. Regardez la souris avec le chat. Le chat vient d'attraper une souris et la souris fait la morte. Elle est figée, immobile, elle ne bouge plus. Il y a une loi qui existe en biologie qui est que aucun mammifère ne va attaquer un autre mammifère immobile. Parce que cet autre mammifère immobile pourrait être malade, plein de venin, et donc, si on le mord ou si on l'attrape, on pourrait mourir soi-même. Donc, aucun mammifère n'attaque un autre mammifère ou ne mord ou ne tue un autre mammifère immobile. Ce réflexe de survie continue à exister chez l'être humain, ce mammifère complexe que nous sommes. C'est-à-dire que
dans des cas de menace ou de danger extrême, notre parasympathique dorsal est stimulé à mort et on se fige, on se congèle, on se fige sur place. Et ça, c'est le réflexe neurobiologique le plus ancien qu'on a, parce que quelque part, si on est figé, si on ne fait plus rien, et si on se soumet, peut-être que notre prédateur ne va pas nous attaquer et nous laisser vivre. Donc, dans des situations, même pour des adultes qui sont des situations dangereuses, de menaces, de danger, et entre autres de danger de mort, la réponse mammifère la plus ancienne qu'on a est de se figer, de ne plus bouger, en espérant que cet autre mammifère qui est là, l'autre être humain, ne nous attaquera pas et ne nous tuera pas. Bon. Ce qui est découvert récemment, c'est une deuxième branche de ce système parasympathique, à droite, en bleu, c'est la branche ventrale. Et la branche ventrale du système parasympathique, c'est aussi une branche pour freiner, mais j'ai peur, je commence à trembler, je commence à m'hyperactiver, qu'est-ce qui se passe? Les mammifères supérieurs, mais vraiment les mammifères supérieurs, comme les grands singes et les êtres humains, effectivement, qui vivent en société, ont développé cette branche dorsale parce qu'elle correspond au lien et au lien social. Ventrale, pardon. Bravo. Vous suivez bien l'affaire. Donc, lorsque je suis en situation de danger, je peux activer, ou ça s'active à l'intérieur de moi sans vraiment que je ne le commande, et stimuler donc ce parasympathique ventral qui me fait aller vers l'autre ou les autres pour que les autres m'aident. Donc je vais vers le groupe parce que quelque chose qui est imprimé dans ma mémoire procédurale, c'est que on s'est mis à vivre en groupe parce que le groupe nous aide et nous aide entre autres à survivre. Et nous aide dans la sécurité de l'espèce. Donc c'est important. On a deux recours possibles. Le premier recours, et c'est le premier qu'on essaie d'utiliser, c'est à l'aide. Aide-moi, aidez-moi. Mais si le groupe ou les autres qui ne sont là ne peuvent pas m'aider, ou s'il n'y a pas d'autres présents, alors j'enclenche le frein dorsal extrême, et là je me fige. Et je me fige, ça peut être jusqu'à en mourir. Car quand le système parasympathique dorsal est stimulé, très stimulé, il ralentit considérablement le rythme cardiaque. Poum, poum. Il ralentit considérablement le rythme respiratoire. Tout l'organisme se fige en situation de survie, au point où le cœur peut s'arrêter. Avant, je peux m'évanouir, et ensuite, à l'extrême, mon cœur peut arrêter de battre. Alors, à partir de cette compréhension récente de comment notre système nerveux autonome régule nos émotions et régule en partie nos comportements, c'est développer une nouvelle compréhension de comment notre activité est régulée. Normalement, si tout va bien, on se situe dans cette zone moyenne, c'est la zone grisée au milieu, qui est d'activité physiologique optimale. Donc l'activité physiologique optimale, elle est toujours régulée par le parasympathique ventral. C'est-à-dire,
ce système nerveux qui maintient continuellement notre lien aux autres, notre appartenance au groupe, notre lien aux autres ou notre lien à l'autre. Et donc, la possibilité de partager, de se faire aider, d'avoir recours à l'autre ou aux autres pour m'aider à réguler ce que j'éprouve à un moment donné. Dans l'espace, au-dessus de l'espace grisé, c'est lorsque quelque chose dans mon environnement, dans ma vie présente, me fait m'activer beaucoup plus, augmente mon activation physiologique. Il se passe quelque chose qui augmente à la fois mon activité physiologique corporelle, mon activité physiologique qui se traduit au niveau émotionnel et qui augmente effectivement également mon activité psychique de pensée. Pourquoi? Au fond, pour chercher là encore, comment puis-je m'adapter? Comment puis-je répondre d'une manière adaptative? Mais lorsque cette activation est très grande, une hyperactivation, alors cette hyperactivation, elle s'exprime sous forme de deux comportements extrêmes. Si c'est une situation vraiment trop dangereuse pour moi, alors soit je peux me battre contre l'agresseur, soit je peux fuir. Je dois choisir la bonne décision. J'attaque, je fuis. Remarquez bien que chez le bébé, il se passe la même chose, sauf que le bébé ne peut pas encore fuir. Le bébé s'hyperactive et bolbédisé, il proteste. Il proteste, il se met à pleurer, pleurer, pleurer fort. Il s'agite dans tous les sens. Et il appelle, il appelle, il appelle. Et bien sûr, il appelle sa figure d'attachement ou une de ses figures d'attachement pour qu'elle l'aide à réguler son hyperactivation émotionnelle, entre autres. Et si cette figure d'attachement ne régule pas cette hyperactivation émotionnelle qu'il exprime sous forme de gigoter et de pleurer, alors elle va perdurer, il va s'installer de manière chronique dans cette zone d'activation, d'hyperactivation. On va le voir un peu mieux tout à l'heure. Et enfin, troisième zone possible, lorsque essayer de lutter contre ou de protester, ou de fuir, de prendre les jambes à mon cou, n'est pas possible, je suis coincé. Alors la troisième réponse biologique, mammifère et humaine, entre autres, c'est de me figer. Je l'évoquais tout à l'heure, je me fige. Je me fige. Je me fige au niveau émotionnel, bien sûr. Je me fige au niveau de tous les processus neurobiologiques intérieurs à l'organisme. Je me fige au niveau musculaire. Je me fige au niveau de la pensée aussi. Je ne pense plus. Je n'éprouve plus rien. Je suis figé. Et c'est ça, lorsque ça se chronicise, quand on est bébé, qui se transforme en processus de dissociation. Pendant très longtemps, jusqu'à il y a peu, on a parlé de la dissociation, notamment schizoïde, comme une défense. Ce n'est pas une défense. On sait aujourd'hui, ce n'est pas un mécanisme de défense. Bien sûr, de manière métaphorique, on peut continuer à en parler comme mécanisme de défense. Mais ce qui se passe chez le bébé, lorsqu'il est soumis répétitivement à ce qu'il éprouve comme des menaces importantes, notamment le regard qui tue, notamment la voix trop forte, lorsqu'il est maltraité, même vocalement, verbalement, voire physiquement, émotionnellement, ce bébé en état de détresse, très rapidement, comprend que rester dans le lien d'attachement, rester dans le contact affectif émotionnel avec cette figure, alimente la détresse qu'il éprouve, le désespoir qu'il éprouve, et cet organisme comprend très vite que la meilleure réponse adaptative est le détachement.
et donc ce bébé se détache. Et il se détache dans cet état chronique d'hypoactivation, c'est-à-dire de figement. Ce qu'on appellera, on le verra tout à l'heure, état schizoïde. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences au niveau du cerveau. Les conséquences sont les suivantes. Ce que le bébé éprouve à ce moment-là génère des productions d'hormones qui sont appelées des hormones de stress. Donc, chez le bébé, même on commence à s'en rendre compte dans la vie prénatale, ça commence dans la vie prénatale, et donc ce bébé dans cette situation répétitive de danger, génère des hormones de stress, adrénaline, noradrénaline, etc. Et les hormones de stress qui font baigner le cerveau, ont la conséquence suivante. Au niveau biochimique, elles s'opposent au développement de neurones et de synapses entre les neurones. Biochimiquement, ces hormones de stress empêchent la construction des synapses. Des synapses, c'est-à-dire de ce qui permet à des informations de passer d'un neurone à l'autre et finalement de circuler dans cet énorme réseau cérébral qui fait que quand ça circule partout, on dit « Ah voilà une personne intégrée ». Mais le bébé naît non intégré, normalement non intégré. Qu'on appelle clivé, non intégré, dissocié, c'est normal, il est comme ça, il a encore du boulot à faire au niveau de sa maturation pour achever son intégration. Eh bien, s'il génère des hormones de stress, ces hormones de stress empêchent le développement des synapses. Non, l'information sensorielle qui arrive du corps, au niveau du cortex sensoriel, elle y subsiste, elle reste dans le cortex sensoriel. Elle va pas autre part. L'information motrice qui arrive au niveau du cortex moteur, elle reste dans le cortex moteur. L'information émotionnelle qui arrive au niveau du système limbique, qui est sous-cortical, y reste. Alors voilà, j'ai des informations sensorielles d'un côté, des informations motrices de l'autre, des informations émotionnelles de l'autre. Un peu plus tard, quand mon cortex orbitofrontal commence à former des représentations et que je commence à penser, complètement en dehors des informations corporelles, on va dire, que j'ai. Voilà ce qu'est un cerveau dissocié. C'est un cerveau qui n'a pas pu construire, ou pas suffisamment, de synapses permettant à toutes les informations de circuler entre elles, de s'informer entre elles, et donc de m'amener dans cet état qui est, bon, voyons, j'ai une sensation là au niveau abdominal. C'est quoi ça? Alors, mon cortex est en train de sortir 250 DVD préenregistrés. C'est ça? Non, ça ressemble pas à ça. Ça ressemble à ça? Non, ça ressemble à ça. Ah oui, ça s'appelle la faim. Ce qui est vrai d'ailleurs. Sensation qui s'appelle la faim. Ah, et en même temps, ça me contracte un peu, donc je sens un peu de tension musculaire. Mais en même temps, je regarde autour de moi s'il n'y a pas quelque chose à picorer. Non, il n'y a rien à picorer. Voilà comment, par exemple, une sensation qui est une sensation interoceptive provoque d'autres sensations, provoque un état affectif et provoque des associations de pensée. Ça, c'est le processus intégré. Mais si j'ai pas eu cette chance, bébé ou par la suite, de reprendre le chemin de cette intégration, eh bien les informations que j'ai, qui sont sensorielles d'un côté, émotionnelles de l'autre, cognitives de l'autre, elles ne se co-intègrent pas. Et donc je me demande toujours c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que je ressens, mais qu'est-ce que je pense, mais ce que je pense, c'est lié, ça a un lien avec le corps, bref. Alors, je vais poursuivre avec ce qu'on appelle les traumas de l'attachement. Un trauma d'attachement survient lorsque, durant les 2 premières années de la vie,
le système d'attachement mère-bébé ne peut remplir sa double fonction. Double fonction qui est 1. D'apporter de la sécurité à l'enfant, 2. De réguler son métabolisme et son système nerveux autonome. Tu as faim, voilà à manger. Oh, tu veux un câlin, tu veux une interaction affective. Je te prends dans mes bras, je te fais quelques bisous. Ah, tu veux jouer. Ah, on se regarde, on se prend un peu par les mains et on a cette petite interaction motrice. Et voilà comment maman ou papa ou quelques figures d'attachement développent ces interactions qui en même temps montrent au bébé comment peu à peu il peut faire ou il pourra faire. Cet adulte offre ce que Freud ou les psychanalystes pourraient appeler des modèles d'identification. Alors des dysfonctionnements peuvent apparaître lorsque une de ces deux fonctions de la figure d'attachement ou ces deux fonctions ne sont pas remplies. Elles se manifestent sous l'une des 3 réponses suivantes. Premièrement, la réactivité émotionnelle par hyperactivation du système nerveux autonome. J'en ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, sous forme de dissociation par hypoactivation du système nerveux autonome. Bowlby l'appelait la première, Bowlby l'appelait la réponse de protestation, j'en ai parlé. Cette seconde, Bowlby l'appelle la réponse de désespoir. Et enfin, troisièmement, par une alternance entre les deux. Il y a des gens qui sont fixés dans l'hyperactivation chronique, émotionnelle de la pensée, et qui n'arrêtent pas. Il y a des gens qui sont fixés dans l'hypoactivation chronique, ils semblent froids, distants. Ils ont évidemment la très grande difficulté de créer un lien et de s'attacher à l'autre. Et puis il y a des gens qui ne cessent d'aller de l'un à l'autre, de l'hyperactivation à l'hypoactivation, puis retour à l'hyperactivation, dans cette bipolarité constante. On verra, on peut les appeler état limite. Ils n'ont pas réussi à construire cette réponse qui est une réponse de défense adaptative à ce moment-là par le bébé. C'est-à-dire que, on le verra tout à l'heure, je vais le développer un peu plus. Donc, pour en finir avec ces 3 types de réponses, ces 3 types de réponses s'installent très tôt dans la vie. Elles s'installent dès les premiers mois, dans la première année, et elles s'installent et s'impriment dans un cerveau en pleine maturation. Pendant les 2-3 premières années de la vie, le cerveau est immature. Il achève sa maturation vers 2 ans et demi à peu près. Il achève sa maturation, notamment le cortex orbitofrontal, et cette partie orbitale qui est l'usine à fabrication des représentations mentales, représentations psychiques. Avant 2 ans et demi, on n'a pas de représentation. On ne fabrique pas de représentation. On a des images perceptives, bien sûr, mais ce ne sont pas de véritables représentations. Freud parlait de l'amnésie infantile, il disait avant 2 ans et demi, 3 ans, on n'a pas vraiment de souvenir de sa vie de bébé parce que on refoule. Non, on ne refoule pas. On ne refoule pas, mais avant 2 ans et demi, n'existe pas cette mémoire qu'on appelle mémoire sémantique. Il y a 2 formes de mémoire. Il y a la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire qui s'appuie sur des représentations visualisées accompagnées de commentaires verbaux, des représentations sémantisées. Donc, c'est parce que le cerveau a fini sa maturation, il a construit cet endroit très spécifique du cortex orbitofrontal qui va dorénavant, comme une télévision interne, fabriquer des représentations, les mémoriser
Et, si on le veut et si on le peut, pout, la semaine d'après, l'année d'après, 10 ans après, 50 ans après, appuyez sur le bouton on, et alors l'écran s'allume et on retrouve, on revisualise et on raconte. Ça n'existe pas avant 2 ans et demi, ça. Ce n'est pas parce qu'on refoule, c'est parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mémoire, si. Il y a une autre mémoire qu'on appelle la mémoire procédurale, et la mémoire procédurale, elle existe même, elle commence son existence au niveau prénatal, mais c'est une mémoire qui imprime les événements à un niveau corporel et interactionnel. C'est-à-dire les événements de son histoire, déjà un peu prénatale, et puis des 2 premières années de la vie, elles s'impriment en nous au niveau de l'organisme et de la manière dont je structure mon organisme et dans des schémas interactionnels qui s'impriment très profondément dans mon cerveau et que je risque de reproduire toute la vie durant. Ce sont des scénarios fondamentaux, ce sont les scénarios de mon histoire, les scénarios relationnels, les scénarios de liens qui sont profondément imprimés et donc que je vais reproduire, souvent inconsciemment, à mon insu, qui vont m'amener parfois à des échecs, et parfois ces échecs répétitifs vont m'amener en thérapie. Mais ce que j'amène en thérapie, ce sont aussi à la fois des manières d'être et des scénarios relationnels, des modes, des patterns de liens qui sont sans représentation et sans mots. Jean-Michel évoquait ce matin un moment, semble-t-il, qui était très émouvant pour les deux avec ton patient, qui était se regarder. Et tu disais, pourvu qu'il ne parle pas. Oui, pourvu qu'il ne parle pas, parce que à ce moment-là, dans cette mémoire procédurale, quelque chose de fondamental de l'histoire passée, sans représentation et sans mots, s'actualise. Et c'est pour ça que je préfère parler dans ces moments-là, quand on est dans le domaine préverbal, de l'actualisation plutôt que du transfert. Ce n'est pas du transfert. On actualise un système d'attachement. On actualise un pattern d'attachement. Et on essaie, et on le montre. C'est la présentation agie qui précède la représentation. On est dans la présentation agie. On le montre. Je te regarde de la manière dont finalement, bébé, petit enfant, j'ai fini par regarder ma figure d'attachement. C'est-à-dire en la suppliant de me prendre dans ses bras, ou en ayant terriblement peur à l'inverse qu'elle s'approche de moi, ou en étant complètement perdu et en la regardant tout en ne la regardant pas, en étant désorganisé, désorienté. Et donc c'est ça, s'il s'agit de traumas préverbaux, qui va s'actualiser dans la première seconde de présence mutuelle, thérapeute-patient.